Bonjour et bienvenue à notre deuxième séminaire du calendrier 2022-2023 des séminaires en surveillance épidémiologique. Les surveillances continues de l'état de santé et de la vigie sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je me présente Fatima Binati. Je suis récemment diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle de l'école. OK, bon, j'ai été mutée. C'est moi qui vais assister le professeur Bernard Simon-Leclerc au cours de cette nouvelle année de séminaire. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur, en fait, d'accueillir Madame Annick Descormier, épidémiologiste au ministère de la Santé et des Services sociaux. Après un passage à l'Infocentre de la santé publique du Québec, Madame Descormier est passée successivement à la direction de la surveillance de l'état de santé, puis à la direction de la vie sanitaire au ministère où elle travaille présentement. Donc, elle va nous entretenir sur la vigie de la variole simienne, pour laquelle une éclosion a été déclarée dans la région de Montréal en mai 2022. Face à cette nouvelle menace, le directeur de la Santé nationale de santé publique, le directeur national de la santé publique, a ouvert une enquête afin de suivre la situation épidémiologique et de mettre en place les interventions nécessaires à la protection de la santé de la population. Donc, juste vous mentionner que la séance va être enregistrée. Nous vous prions de poser vos questions de vive voix ou sinon dans le chat. Elles seront toutes répondues à la fin de la séance. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Descormier qui va nous entretenir sur ce sujet d'actualité. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'assister à la conférence ce midi. Donc, je vais partager mon écran, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, donc tout est beau, vous m'entendez, vous voyez l'écran? C'est bon, excellent. Donc, c'est ça aujourd'hui, dans le fond, je viens vous présenter la vigie de la variole simienne au Québec. Le plan... OK, attendez une minute, on dirait que... Oh, voilà. OK, donc le plan de ma présentation, dans le fond, nous permettra de suivre les éléments qui composent la vigie la vigie sanitaire au Québec dans le contexte de la variole simienne. Donc, tout d'abord, on va voir la loi sur la santé publique qui encadre légalement, dans le fond, les activités de vigie sanitaire. Puis, on va passer au travers des différentes activités de vigie, en commençant par le signalement et l'identification de la menace, la collecte de données, la production et l'analyse des données, l'intervention, la diffusion de l'information, puis après ça, on va voir là, les partenaires avec lesquels on contribue en vigie sanitaire, qui apportent une contribution assez significative. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la vigie sanitaire? C'est un processus d'identification et de caractérisation des menaces à la santé de la population par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données sur les déterminants et les effets de la santé. La vigie sanitaire est essentielle à la fonction de la protection de la santé. Elle permet de détecter le plus précocement possible les menaces à la santé, qu'elles soient réelles ou appréhendées, et d'en alerter les autorités de santé publique afin de mettre en place les interventions appropriées. Ces interventions peuvent inclure un rehaussement de la collecte de données, une recherche active de cas, une enquête épidémiologique, un avis de santé publique ou la mise en place de mesures de contrôle. Au Québec, on parle de vigie sanitaire, mais souvent, vous allez entendre parler là, seulement de surveillance. Entre autres, là, en anglais, le terme vigie ne se traduit pas, mais au Québec, les fonctions de vigie et de surveillance sont bien distinguées dans la loi de santé publique. Donc, justement, abordons maintenant la loi de santé publique, là, qui est notre levier légal pour nous permettre d'effectuer la vigie sanitaire au Québec. Donc, la loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population générale. Certaines des mesures qui sont édictées là, dans la loi vise à permettre aux autorités de santé publique d'exercer la vie sanitaire au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la population est menacée. On entend par une menace à la santé de la population la présence au sein de cette population d'un agent biologique, chimique ou physique qui est susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n'est pas contrôlée. Par les autorités de santé publique, on réfère au directeur national de santé publique, mais aussi aux directeurs de santé publique qui sont dans les 18 régions socio-sanitaires au Québec. Donc, nous allons passer, dans le fond, une des premières activités au niveau de la vigie sanitaire, qui est le signalement et l'identification de la menace.
Ma présentation porte sur la variole simienne, donc la menace à identifier est la variole simienne, mais avant d'aborder comment ça a été identifié au Québec, voyons qu'est-ce que la variole simienne, qui est aussi appelée orthopoxvirose simienne. En fait, c'est un virus de la famille des poxviridae et du genre orthopoxvirus. C'est une maladie qui est considérée comme une zoonose parce qu'elle se transmet naturellement entre les animaux et l'humain. Le réservoir actuellement est inconnu, mais on suspecte là, des rongeurs indigènes d'Afrique. Le virus de la variole simienne, en fait, là, se distingue en deux clades, le clade 1 et le clade 2, qui se divise aussi en clade 2A et 2B. Actuellement, ce qui circule et qui cause l'éclosion qu'on a au Québec, c'est le clade 2B, qui est associé quand même à une maladie plus bénigne que ce qu'on observe là, dans les pays africains. La période d'incubation de la variole simienne est de 5 à 7 jours et peut s'étendre jusqu'à 21 jours. La période de contagiosité débute dès le début des symptômes, puis s'étend jusqu'à la guérison des lésions. Par guérison des lésions, là, on va dire que les lésions ils sont croûtées, soit qu'on a une peau neuve ou encore que les croûtes des lésions aient tombé. En termes de symptômes, les symptômes peuvent durer de 2 à 4 semaines. Ils sont variables, mais généralement, là, on observe des lésions cutanées qui sont accompagnées ou non de symptômes systémiques comme la fièvre, les céphalées, de la myalgie. Dans certains cas, on peut avoir des complications aussi, là, comme les bronchopneumonies, la méningite, les encéphalites, la septicémie ou une infection de la cornée. Les personnes qui sont plus à risque là, de développer justement des complications, d'avoir une maladie grave, ce sont les personnes qui sont immunodéprimées, les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes. Dans de rares cas, on observe des hospitalisations. Puis, le taux de létalité pour le clade qui circule actuellement au Québec est à moins de 1 %. Le rétablissement là, est observé de 2 à 4 semaines. Habituellement, là, si la personne va guérir d'elle-même, ça n'exige pas un traitement quelconque pour guérir de la variole. Là, la personne va guérir dans ce délai. Voilà. Ce qui concerne la transmission de la variole simienne, en fait, il faut y avoir eu un contact avec le virus, soit qui provient d'un animal, comme je disais, c'est une maladie qui est zoonotique, ou encore d'un être humain ou de contact avec des matériaux contaminés par le virus. Pour la transmission interhumaine, elle se fait lors d'un contact direct de la peau ou des muqueuses avec les lésions d'un cas qui est symptomatique, donc entre autres là, par les contacts sexuels, ou encore d'un contact direct de la peau et des muqueuses avec le sang, les fluides corporels comme les gouttelettes salivaires ou respiratoires, ou encore l'exudat de la plaie. Ou encore d'un contact direct avec des surfaces et des objets contaminés par les liquides biologiques d'un cas. Donc, on peut penser à des vêtements, des serviettes, de la literie ou les pansements qui sont souillés. La transmission interhumaine peut aussi se faire lors d'un contact physique face à face, sans le port d'un masque entre le cas et le contact, pour un contact là, qui est à moins d'1 mètre pendant une durée cumulative d'environ 3 heures. On a observé, en fait, qu'après un contact avec une personne qui était contagieuse, le taux d'attaque était de 3 %. Donc, voilà pour ce qui est de la variole simienne. Voyons maintenant les différentes étapes importantes là, qui ont lieu lors de l'éclosion au Québec à partir de cette ligne de temps. En fait, ça a commencé le 12 mai 2022. Une clinique en ITSS de la région de Montréal a signalé un agrégat de cas de lésions périanales et génitales qui était inhabituel. Ce qui était suspecté à la base, c'était que c'était une éclosion de chancre mou. Parallèlement, on observait aussi dans certains pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal, des signalements de cas de variole simienne. Puis, le 15 mai, en fait, les CDC ont contacté l'Agence de santé publique du Canada qui nous ont informé qu'il y avait un cas suspect de variole simienne aux États-Unis. Et ce cas avait eu des contacts sexuels dans la région de Montréal durant la même période que nos cas qu'on soupçonnait de chancre mou. Ce cas aux États-Unis a été confirmé le 18 mai. Donc là, on faisait face vraiment là, à une menace à la santé qui était appréhendée de variole simienne. On s'inquiétait que finalement que notre agrégat de cas était davantage des cas de variole simienne, ce qui nous a été confirmé le 19 mai quand on a reçu les résultats de laboratoire. On avait des résultats de laboratoire positifs à la variole simienne, mais qui étaient négatifs au chancre mou. Donc, on a complètement là, éliminé l'hypothèse de chancre mou.
Puis, face à cette nouvelle menace, en fait, le directeur national de santé publique, Dr. Luc Boileau, s'est mis en enquête épidémiologique provinciale. Le fait de se mettre en enquête épidémiologique, en fait, permettait l'échange de tous les renseignements qui étaient pertinents concernant la variole simienne, ce qui incluait aussi des renseignements qui pouvaient être nominatifs, là, puis qui soient partagés entre les acteurs de santé publique qui étaient concernés. L'enquête provinciale aussi permet parce qu'on est toujours en enquête pour la variole simienne, d'exiger, dans le fond, d'un laboratoire qu'il transmette là, un échantillon à l'Institut national de santé publique du Québec, où se situe le laboratoire de santé publique du Québec pour faire les analyses, ou encore à un autre laboratoire qui juge nécessaire aux fins de son enquête, comme le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. Il a été demandé au laboratoire et aux médecins de déclarer dans les meilleurs délais tous les cas qui étaient suspects, probables ou confirmés de variole simienne aux directions de santé publique du lieu de résidence de la personne. Donc, en fait, il faut savoir que la variole simienne n'est pas considérée comme une maladie à déclaration obligatoire. Donc, pour demander la déclaration, il fallait se mettre en enquête épidémiologique au CNSP. Ensuite, toujours là, le 19 mai, ça a été une grosse journée, une grosse semaine, je vous dirais. Il y a un appel à la vigilance qui a été transmis aux directions de santé publique pour transmettre aux cliniciens de leur région, en fait, là, pour leur demander d'être vigilants face à la possibilité qu'ils pouvaient rencontrer des cas suspects de variole simienne au Québec. Puis les prochaines étapes là, dans la ligne du temps, c'est plus des éléments qu'on va voir dans le suite de ma présentation, mais je vous le montre déjà là, dans notre ligne du temps. En fait, là, il a fallu aussi dans notre système d'information provincial, qui est le SIGMI, là, que je vais vous parler un petit peu plus tard, rajouter la variole simienne, parce que comme ce n'était pas une maladie qui était vue au Québec, on ne l'avait pas encore dans le système provincial, donc il a fallu ajouter la possibilité d'intégrer des informations sur la variole dans notre système. Aussi, le 20 mai, en fait, la direction de santé publique de Montréal nous ont transmis un questionnaire d'enquête qu'ils avaient produit, puis nous, on l'a partagé au niveau provincial pour permettre aux autres régions qui feraient face à un cas de pouvoir les enquêter à partir de ce questionnaire. Le 27 mai a débuté la campagne de vaccination au Québec pour pouvoir vacciner les cas de variole simienne, puis les contacts. Puis, finalement, le 23 juillet 2022, l'OMS, à leur niveau, ont déclaré que c'était une urgence de santé publique de portée nationale, ce qui leur permettait de coordonner la riposte contre cette urgence sanitaire. Donc, comme on a identifié, on a eu une menace qui a été signalée, on l'a identifiée, comme je disais, on demandait dans le fond de déclarer les cas, mais pour déclarer les cas, il faut connaître c'est quoi un cas, c'est quoi la définition. Donc, il y a 3 définitions qui ont été mises en place, cas suspect, cas probable et cas confirmé. Pour les cas suspects, en fait, on parlait d'une personne qui présente des lésions cutanées avec au moins un des symptômes systémiques, là, comme qui sont nommés ici le fièvre, céphalée, myalgie et autres, sans avoir d'autres causes évidentes. Ou il pouvait s'agir d'une personne qui avait simplement des lésions cutanées génitales, périanales ou orales sans autre cause évidente. Pour la définition de cas probable, dans ce cas-là, dès que le virus était détecté, le virus du genre orthopox était détecté par un test de laboratoire approprié. Ici au Québec, le genre de test-là s'effectue au laboratoire de santé publique du Québec. Donc, on le considérait comme un cas probable. Ou encore, la personne pouvait être un cas suspect, mais présenter un des 2 critères suivants, soit avoir eu une exposition significative à un cas ou être un homme ayant eu au moins un contact sexuel avec un autre homme, et tout ça dans la période d'incubation qui pouvait aller jusqu'à 21 jours. Puis finalement, on a la définition de cas confirmé, qui est en fait la détection de l'orthopox virus par un test de laboratoire approprié. Puis encore aujourd'hui, ça s'effectue seulement au Laboratoire national de santé publique à Winnipeg. Donc voilà, maintenant qu'on a identifié, qu'on a signalé une menace, qu'on l'a identifiée qui était la variole simienne, on veut collecter de la donnée, on va aller chercher de l'information. Pour aller chercher de l'information, on passe là par la détection des cas au niveau du laboratoire, par la déclaration des cas aux directions de santé publique et par l'enquête provinciale. Donc, dans le schéma qui vous est présenté ici, là, vous avez, en fait, dès qu'une personne a des symptômes, et se présente chez le clinicien. Là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ou, en tout cas, je ne sais pas si ma souris est visible. Ou, en tout cas, sinon, je suis dans le premier carré vert au centre en haut, dans l'évaluation de l'usager par le clinicien.
Donc, le clinicien, s'il soupçonne qu'on a affaire à un cas suspect à partir de notre définition qu'on leur a transmis, il va faire les prélèvements appropriés, puis il va transmettre le prélèvement au laboratoire de santé publique du Québec pour tester pour le genre de l'orthopox. Que le résultat soit négatif ou positif, dans tous les cas, les échantillons sont transmis au LNM à Winnipeg, donc le Laboratoire national de microbiologie. Dans le cas d'un résultat qui était positif, déjà, on va le considérer comme cas probable, il rentre dans notre définition, mais on l'envoie quand même pour tester pour l'orthopox simien. Puis, dans le cas qui devient positif, alors là, il va devenir un cas confirmé. S'il est négatif, en fait, il y a deux options. S'il était positif à la base au LSPQ, mais qui était négatif au LNM, il va devenir un cas probable. Fait qu'il me manque une petite flèche dans mon schéma ici. Puis, dans les cas qui sont négatifs, dans les deux cas, bien là, on va infirmer le cas, puis on va aller chercher d'autres étiologies. Il pourrait demander aussi de refaire les analyses là, dans certaines situations. Donc, c'est une façon d'aller chercher de l'information. Comme je vous disais, dès qu'on est un cas suspect ou qu'il soit probable ou confirmé, il y a une déclaration qui doit se faire aussi aux directions de santé publique. Quand elle est faite, eux, ils vont rentrer l'information dans notre système provincial que je vais vous parler là, dans les prochaines diapositives, puis ils vont pouvoir procéder aussi à l'enquête à partir du questionnaire d'enquête. Donc, on est rendu au questionnaire d'enquête. Donc, le questionnaire nous permet en fait d'aller chercher de l'information sur nos cas en termes de temps, de lieu et de personnes. C'est sûr que dans les premières journées, ce qu'on voulait, c'est aller chercher un maximum d'informations pour identifier nos cas, mais graduellement, le questionnaire peut prendre de l'ampleur. On va aller chercher d'autres informations, entre autres pour identifier les facteurs de risque ou les lieux d'acquisition. Puis le questionnaire évolue constamment. Encore maintenant, on va mettre en place là, un nouveau questionnaire qui a évolué parce que les besoins des différents acteurs, que ce soit au niveau régional, provincial, mais même au niveau fédéral avec la SPC avec qui on partage des données, les besoins peuvent évoluer. Donc, on fait évoluer nos questionnaires d'enquête. Puis, on peut voir aussi à améliorer la donnée. On peut avoir mis en place rapidement des questions, mais finalement, on ne va pas bien chercher l'information. Donc, pour améliorer le tout, on va changer les questions. Et voilà. Donc, du moment qu'on est allé chercher de l'information par la détection, la déclaration, puis le questionnaire d'enquête, l'ensemble de ces informations-là va se retrouver dans notre système provincial, qui est le système d'information de gestion des maladies infectieuses qu'on appelle le SI-GMI, qui est vraiment là, un système pour la gestion, la vigie, la surveillance des maladies à déclaration obligatoire qu'on appelle MADO, mais aussi pour les autres menaces, comme la variole simienne, qui n'est pas considérée une MADO, mais comme on était en enquête épidémiologique, qu'on voulait suivre la situation, on a intégré au SI-GMI la variole simienne. Puis comme je vous le disais, dans le fond, c'est un système à portée provinciale qui permet aux autorités de la santé publique, dans le fond, de remplir leur mandat de protection en autorisant l'accès à des données qui sont pertinentes, fiables, complètes et disponibles au moment opportun pour la vigie, la prévention, le suivi et le contrôle des maladies infectieuses. Donc, vous voyez là, dans l'image ici, là, qui est une image, entre autres, du portail et de l'information qu'on peut aller chercher. Les objectifs de notre système d'information provincial, en fait, c'est d'assurer le suivi des déclarations, des enquêtes et des signalements, produire une information qui est nécessaire pour une vigie, qu'elle soit tant au niveau provincial que régional. Aussi, le SI-GMI alimente l'infocentre de santé publique que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives, puis nous permet d'assurer le suivi des éclosions, des cas et des contacts, comme dans le cas de la variole simienne. Donc, comme je vous disais précédemment, c'est qu'on a dû créer la maladie dans le système pour permettre de rentrer l'information des cas. Donc, on a signalé la menace, on l'a identifiée, on est allé chercher de l'information, mais maintenant, on va vouloir produire de l'information et l'analyser. Tout ça, on le fait entre autres. On peut se servir directement de l'information du SI-GMI, mais comme je vous le mentionnais, le SI-GMI alimente aussi le portail de l'Infocentre de santé publique, qui est en fait un lieu de réseautage qui est mis au profit de la communauté des experts en santé publique du Québec et nous permet en fait de disposer d'une vitrine pour publier les résultats des analyses et exposer les initiatives en matière de production d'indicateurs de santé publique. Donc, ce portail est réservé uniquement aux acteurs de santé publique.
Pour la variole simienne, en fait, on a accès à un indicateur qui est la liste des cas. Donc, la liste des cas regroupe l'information qui provient des laboratoires, de la déclaration des cas et du questionnaire d'enquête provinciale. Donc, vous voyez ici à droite de l'écran, on a une image là, de la requête paramétrable, en fait, de l'indicateur en soi qui nous permet de choisir l'information qu'on a le goût d'aller chercher. Donc, si je veux regarder la situation pour une période précise, bien là, je peux aller changer mes dates ici. Si je suis de la région de Montréal, pour dire de quoi, je peux aller voir, dans le fond, l'information seulement pour ma région. Je peux changer si je veux regarder les cas confirmés, les cas probables, mais pas regarder pour les cas suspects, modifier l'âge. Donc, c'est vraiment une requête paramétrable qui va aller chercher l'information dont on a besoin. Puis ensuite, on exécute la requête et on a accès à l'information. Un coup qu'on a cette information de disponible, qu'on a extrait l'information, c'est qui provenait à la base du SCGMI, qui est rendu au portail de l'Infocentre. Mais là, on peut produire, entre autres, la courbe épidémique. Donc, ici, je vous présente la courbe épidémique pour la variole simienne. On voit en bleu les cas confirmés, en jaune les cas probables, puis en noir, c'est la ligne du nombre cumulatif des cas. Donc, on voit dans les dernières journées, là, puis la courbe n'est pas tout à fait à jour, là, elle date plus du début octobre, mais on voit dans les dernières journées, en fait, les cas qui sont jaunes parce que, comme on le voyait dans le schéma précédemment, les cas sont probables et peuvent devenir confirmés par la suite, mais on voit qu'il y a des cas qui sont demeurés probables, qui n'ont jamais pu être confirmés là, pour plusieurs raisons, mais on les a conservés dans notre courbe épidémique, là, on continue de les suivre. Donc, puis on peut bien voir là, à partir de la courbe qu'au début en fait, au printemps, tout l'été, il y a eu pas mal de cas, mais depuis le mois d'août, on voit vraiment la diminution là, du nombre de cas déclarés. Ensuite, avec l'information, on peut produire des topos épidémiologiques, entre autres à nos autorités ministérielles. Dès le début de la pandémie, en fait, ils nous demandaient de produire des topos épidémiologiques et un état de situation à tous les jours, 7 jours sur 7. Maintenant que la situation elle a évolué et qu'elle va mieux, on a moins de cas. Dans le fond, on a juste besoin de les produire une fois par semaine. Donc, pour vous donner une idée un peu là, de la situation en date d'hier, on était rendu à 525 cas. Quasi la totalité des cas de variole simienne sont chez des hommes. 80 c'était des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'âge médian de nos cas est de 36 ans. On a eu quelques enfants, mais chez les enfants, l'exposition, là, on a toutes pu voir, dans le fond, qu'il y avait une exposition avec des contacts domiciliaires là, qui étaient des cas de variole. 83 de nos cas avaient eu une éruption cutanée. 22 ont été hospitalisés, mais il faut savoir là, que ce n'est pas nécessairement tous des cas qui ont eu une complication nécessitant une hospitalisation. En fait, il semble que les lésions sont très douloureuses. Fait que pour certaines personnes, c'était pour contrôler la douleur qui ont dû être hospitalisées. L'éclosion, à ce jour, a touché 11 régions socio-sanitaires au Québec sur les 18, mais en grande majorité, en fait, 79 des cas se retrouvent à Montréal. Puis, depuis le début de la campagne de vaccination, on a vacciné près de 29 000 personnes. Donc, on serait rendu à passer à l'intervention. C'est sûr que pour l'intervention, je ne veux pas rentrer dans toutes les interventions qui ont été mises en place. Ce n'est pas l'objectif de ma présentation aujourd'hui, mais plus sous un regard de vigie, en fait, parce que dès qu'on vaccine, entre autres, ça peut être avec des nouveaux vaccins. Entre autres, on va suivre la vaccination, puis surtout les manifestations cliniques inhabituelles qu'on appelle des MCI. Donc, au Québec, selon la loi de santé publique, il y a une obligation de saisir tous les vaccins qui sont administrés. Puis, depuis 2019, le tout est saisi dans le registre de vaccination. Il y a aussi l'obligation de déclarer toutes les MCI aux directions de santé publique et de les saisir dans le registre de vaccination. Par MCI, on veut dire des événements qui sont rares, mais qui surviennent parfois après une vaccination. C'est important qu'il y ait un lien temporel, dans le fond, avec la vaccination. Puis ici, on parle bien de lien temporel et non causal. Afin de déterminer un lien causal, il faut vraiment qu'il y ait une enquête plus approfondie qui soit faite pour chacun des cas. Les manifestations cliniques inhabituelles, en fait, doivent être signalées par un professionnel habilité comme un médecin ou vaccinateur aux directions de santé publique. Puis, si la MCI correspond aux critères de déclaration, en fait, là, qui sont deux des critères, c'est entre autres le lien temporel avec le vaccin, mais aussi qu'on ne peut pas attribuer d'autres causes à la manifestation.
bien, dans ce cas-là, les MCI vont être saisis dans le registre de vaccination. Donc, c'est un autre système d'information qui nous donne de l'information puis qui contribue, en fait, à effectuer notre vigie. Voilà, donc on voit là, puis j'ai passé vite tantôt le métier, on voit vraiment le cercle entre la collecte de données, la production et l'analyse et l'intervention en termes de vigie. Parce que quand on a une intervention, ça, comme je disais, ça peut nous apporter une nouvelle information. On peut décider de modifier la donnée qu'on va chercher, modifier les questionnaires d'enquête qui est évolutif. On pourrait décider aussi d'aller chercher une autre source de données, produire de nouvelles informations et d'ajuster nos informations. Fait que c'est pour ça qu'on voit comme le cercle. Voilà, puis tout ça. Ensuite, il y a la diffusion de l'information qui peut se faire à différents niveaux, entre autres à nos autorités ministérielles. Depuis la COVID-19, en fait, on a mis en place un tableau de bord de type Power BI. Donc, ici, vous voyez le tableau de bord pour la variole simienne. Donc, on retrouve encore notre courbe épidémique qui a été produite, mais aussi pour permettre là, aux décideurs de voir l'information, entre autres le nombre de cas par région socio-sanitaire, selon le sexe ou les groupes d'âge. Il y a aussi un volet là, qui n'est pas présenté ici, mais qui est pour suivre la vaccination, donc le nombre de doses administrées, le nombre de personnes vaccinées, encore là, selon les régions, selon le sexe. Toutes ces informations sont présentées, puis ça permet à nos décideurs d'avoir un regard rapide sur l'information et de la voir évoluer. Cette information est mise à jour à tous les jours. Ensuite, pour le volet plus public, en fait, il faut savoir qu'à la direction de la vigie sanitaire, on essaie de publier à tous les mois un flash vigie. C'est sûr que pendant la pandémie, là, on a eu un peu moins de temps à y consacrer, mais on réessaie là, de republier à tous les mois un flash vigie. Ce mois-ci, en fait, c'est un flash vigie qui portait sur l'éclosion de variole simienne. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage, là, je vous propose d'aller le lire. Il est sur le site web. Là. Je ne sais pas si Eliel, qui est à côté de moi, peut-être pourrait mettre l'adresse dans le chat si vous voulez aller le consulter. Puis aussi, si vous souhaitez vous abonner, j'ai mis le lien aussi pour vous abonner aux publications. Dans le fond, fait qu'à chaque mois, on essaie d'adresser une problématique différente. Pour informer, c'est autant les gens du réseau de la santé que ça peut être le public qui est intéressé à en savoir plus sur une problématique. Et voilà, finalement, toutes ces activités de vigie sanitaire ne seraient pas possibles sans la contribution significative de nombreux partenaires. Donc, on a des partenaires au niveau local, ça peut être des organismes communautaires, ça peut être les cliniciens. Comme tantôt, je vous disais que, dans le fond, le premier signalement des cas a été fait par une clinique en ITSS à Montréal, à la direction de santé publique. Donc, c'est sûr que les directions de santé publique, c'est un acteur très important, très significatif là, dans la gestion des éclosions. C'est eux qui reçoivent la déclaration des cas, ils font les enquêtes épidémiologiques, font les interventions comme la vaccination. Ils ont une participation significative dans nos travaux de vigie sanitaire, là, comme la production de l'enquête, du questionnaire d'enquête, mais aussi la rédaction du flash vigie. On a travaillé entre autres avec la direction de Montréal pour le produire. Au niveau provincial, bien, au ministère de la Santé, oui, il y a la direction de la vigie sanitaire dans laquelle je fais partie, mais il y a d'autres directions avec lesquelles on travaille, là, entre autres comme le BI que je vous ai présenté. C'est une autre direction. Nous, on fournit l'information, puis eux produisent, font la diffusion de l'information. Aussi, on a d'autres ministères comme le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui vont aussi... sont aussi des partenaires importants parce qu'eux vont faire la surveillance au niveau davantage des animaux, s'il y avait de la transmission là, de la variole chez des animaux, ou encore s'il y avait eu un contact humain avec un des animaux qui pourrait avoir la variole, bien, il y a des interventions qui peuvent être mises en place, c'est des partenaires importants. Puis l'Institut national de santé publique aussi, comme je le disais, en fait, c'est le laboratoire de santé publique du Québec qui fait partie de l'INSPQ. Donc, c'est là que se fait les tests de laboratoire pour le genre de l'orthopox. Ils ont toute une expertise conseil là, qui est très précieuse. Ils produisent aussi des documents, entre autres, sur la gestion des cas et des contacts qui sont disponibles sur leur site web. Ils ont une participation significative, eux autres aussi, là, dans la production du questionnaire d'enquête, dans la production des indicateurs, entre autres, à l'Infocentre de santé publique. Au niveau fédéral, c'est l'Agence de santé publique du Canada. Avec eux, on va partager de l'information. Ils vont suivre la situation au niveau du Canada. Donc, ils vont organiser des rencontres là, entre les provinces et les territoires pour avoir le partage d'informations, suivre la situation,
puis la mise en place des interventions nécessaires. C'est eux autres qui font les liens aussi avec l'OMS, mais aussi avec d'autres pays, entre autres, comme je le disais au départ, le cas des États-Unis qui nous a été signalé, dans le fond, par les CDC, bien, ça a été à l'agence. Donc, si on voulait avoir de l'information supplémentaire sur le cas des États-Unis, nous, on se référait à l'Agence de santé publique qui questionnait les CDC. Puis finalement, au niveau international, bien, c'est l'OMS. Comme je disais, dans le fond, l'OMS, ils ont plus un rôle opérationnel qui consiste notamment à diriger et à coordonner là, la réponse sanitaire dans le cas d'une problématique. C'est eux qui déclarent, dans le fond, l'état d'urgence à portée internationale, puis ils permettent, dans le fond, de faire l'échange d'informations sur la situation épidémiologique dans les différents pays. Et voilà, donc ça a passé quand même assez vite. On arrive à la fin de ma présentation. Donc, on a fait le tour du schéma que je vous présentais. Dans le fond, on a passé au travers du système de vigie au Québec dans le contexte de la variole simienne. On a vu, dans le fond, que les activités de vigie sanitaire sont appuyées par un levier légal important qui est la loi sur la santé publique, qui permet au directeur national de santé publique et ses directeurs de santé publique au niveau régional d'assurer le mandat de vigie sanitaire dans leur fonction de protection lorsqu'il arrive une menace à la santé de la population. Les données sont collectées lors des analyses de laboratoire, lors des enquêtes épidémiologiques. Ça nous permet de produire des indicateurs pour analyser l'information et déterminer les interventions à mettre en place. Ces informations sont diffusées, entre autres, aux autorités ministérielles en temps opportun, mais aussi là, sous forme de différentes publications comme le Flash Vigie. Puis l'ensemble de ces éléments-là, c'est possible grâce à la contribution importante là, de plusieurs partenaires. Donc, pour ma présentation, là, je voudrais remercier là, les membres de mon équipe, là, Éliel Brochu, Evelyne Todd, qui est directrice à la direction de la vie sanitaire, Frédéric Armelin-Ducharme, Hélène Venable, Marie-André Leblanc et Patrick Evans. Puis aussi, là, remercier la contribution de Dr Bergeron et Dr Cadieux à la direction de santé publique de Montréal. Mais aussi, je voudrais remercier là, tout l'ensemble des partenaires là, qui contribuent là, à faire la vigie sanitaire au Québec. Et voilà, donc je serai prêt à recevoir vos questions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Descormier. On peut passer à la période des questions. Je vois, merci à votre collègue. Hein, votre collègue Patrick Evans a déjà répondu à un certain nombre de questions qui ont été posées dans le bavardage. Mais je me souviens, j'ai vu une question de Rémi qui demande comment s'effectue une investigation médicale pour confirmer un MCI. Est-ce que la santé publique est impliquée dans l'investigation? Oui, tout à fait. C'est sûr que moi, c'est moins mon champ d'expertise un peu, là, mais en fait, il y a une adresse où c'est que c'est le médecin qui va soupçonner la MCI, puis qui va devoir la déclarer à la direction de santé publique. Puis là, il y a comme une investigation qui est faite là, pour voir si on retient ou pas la MCI en soi. Là. Mais comme je dis, on peut retenir la MCI, elle peut être déclarée, elle peut être dans nos systèmes d'information. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'au final, qu'il y a un lien avec la vaccination, mais nous, ça nous permet d'en faire la vigie. Si on voyait qu'il y avait, par exemple, un cumul de MCI, de même sorte de MCI qui arrivait, bien là, on pourrait le voir dans nos données. Là. Merci beaucoup. Et donc, on invite tout le monde soit à lever la main, soit à poser des questions dans le chat, là, le bavardage, la discussion, si vous avez des questions. En attendant que les gens se dégèlent un peu, alors peut-être que je peux... Ah, voilà, on va aller avec Amandine. Amandine a une question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir, que pouvez-vous dire sur l'évolution dans le temps et l'évolution épidémiologique des sources d'acquisition probables depuis le début de l'épidémie? Est-ce que ça a changé? Bien, écoutez, là, actuellement, là, c'est sûr, ce qu'on a beaucoup observé, là, c'était dans la communauté, comme je le disais, des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Plus ça a évolué, bien là, on a vu que ça a sorti un peu plus de cette communauté-là. Il y a eu des contacts domiciliaires, entre autres, qui ont lieu, mais c'est encore, comme je le démontrais tantôt, c'est 80% de nos cas qui sont chez les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis
c'est sûr que ce n'est pas toujours une information qui est facile d'aller chercher. Donc là, les derniers cas, je n'ai pas regardé exactement là, où était leur lieu d'acquisition, mais cet été, c'est ce qu'on voyait. Là, graduellement, ça a commencé à sortir, puis on est allé chercher des contacts domiciliaires. Et j'ai une deuxième question, si vous permettez. Vu que ce n'est pas une ITSS, comment se fait-il que c'est la source d'acquisition, que c'est majoritairement concentré chez les hommes avec des rapports sexuels avec d'autres hommes? Mais en fait, comme je le montrais tantôt, c'est vraiment, il peut y avoir des contacts rapprochés. Puis comme il y a des lésions au niveau génital et oral, lors d'un contact sexuel, dans le fond, la lésion est en contact avec la peau de l'autre personne. Fait qu'il peut y avoir une transmission à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que si on est chez des gens qui ont des multiples partenaires, qui n'est pas leur partenaire régulier, mais on peut voir là, cette transmission. OK, merci. Merci beaucoup, Amandine. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. En attendant, peut-être que je peux vous poser une question. Vous avez fait un peu la chronologie des événements pour l'éclosion. Puis au tout début, si je me souviens bien, vous avez parlé de... Ça a commencé avec un agrégat de cas. Et je me demandais, est-ce que les cas qui ont été, donc cet agrégat-là au Québec, étaient en lien avec le cas aux États-Unis? Oui, tout à fait. Excusez-moi, là, je ne l'ai pas mentionné, là, mais à l'enquête, en fait, là, on a pu voir, là, entre autres, là, le cas avait eu des contacts sexuels dans des mêmes endroits d'exposition que nos cas, puis la période correspondait aussi. Là. Et donc, on peut supposer que l'agrégat, eux aussi, étaient en relation les uns avec les autres. Là. Oui, tout à fait. Puis en fait, là, probablement que le cas des États-Unis, en fait, c'est lors de son séjour à Montréal là, qui a été contaminé. Est-ce que vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé également, en tout cas, qu'il y avait le MAPAC et il y avait un autre ministère, Forêt. Oui, de la faune et des parcs. Merci de m'aider. Donc, il faisait la surveillance au niveau des animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce qu'il y a eu une certaine transmission entre les animaux? Dans les dernières informations que j'avais eues, je sais qu'il y avait eu un chien en France, mais je n'ai pas toute l'histoire au niveau du chien. Puis ça se discutait. Puis là, je référais peut-être à mon collègue Patrick. Là, il y avait les écureuils là, qui étaient mentionnés au départ. Je ne sais pas si ça s'est conclu là, au niveau des écureuils, là, mais... Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Patrick. Donc, c'est juste pour le réservoir de la variole simienne en tant que tel. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Par contre, on sait que ça peut infecter les écureuils puis ici des rongeurs de l'Afrique. Donc, c'est une possibilité qui avait été documentée dans la littérature et il fallait faire le suivi pour voir si ça allait peut-être s'installer au Québec dans notre population d'écureuils. On n'a pas eu de déclaration dans nos écureuils là, pour le moment. Là. On n'a pas eu de déclaration, en fait, chez aucun animal du Québec, là, pour la variole simienne. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être je pourrais inviter à Frédéric Armand Ducharme, je pense. Frédéric Armelin Ducharme, oui, Merci. Ma collègue. Ah, bon, parfait. Donc, il pourrait apporter la précision qu'elle a écrite sur le bavardage. Merci. Oui, vas-y, Frédéric. Frédéric, tu es sur mute, par exemple. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Oui, c'était une petite précision par rapport à la déclaration des MCI, surtout sur le rôle de la santé publique, parce qu'Annick l'a bien mentionné, le cas va être déclaré par un clinicien, puis apparemment, après, il y a une évaluation sommaire de la santé publique. Seulement, par contre, pour voir si la MCI répond aux critères de base, là, donc un lien temporel, qu'il n'y ait pas d'autres causes, on ne va pas faire une évaluation médicale approfondie pour chaque cas individuel, parce que le but de la déclaration, c'est une surveillance populationnelle. Donc, on ne va pas aller prendre chaque cas puis faire une investigation approfondie pour statuer le lien causal. Ce n'est pas le rôle de la santé publique de statuer sur ce lien causal-là. Donc, je voulais juste préciser que quand on parle d'évaluation médicale approfondie, c'est si on voulait vraiment aller statuer sur le lien causal, il faudrait procéder à cette évaluation-là. Mais ce n'est pas fait là, pour tous les cas parce que c'est vraiment une surveillance populationnelle. Puis c'est juste, comme le disait Annick, si on se rendait compte, par exemple, qu'on avait un nombre élevé de déclarations pour une problématique particulière. Si on donne l'exemple, par exemple, pour le vaccin COVID-19 Moderna chez les moins de 30 ans, le taux de déclaration d'MCI en lien avec les myocardites, péricardites était plus élevé au taux qui serait attendu dans la population générale non vaccinée.
Donc, ça, vous voyez, c'était une indication au niveau populationnel qu'il y avait peut-être des interventions à appliquer au niveau de la vaccination, mais c'est vraiment au niveau populationnel que la santé publique va statuer et non au niveau individuel. Donc, c'était juste une... Exactement. En fait, là, ce que ça nous permet, puis merci Frédéric là, d'avoir apporté précision, ce que ça nous permet, là, c'est d'avoir la déclaration des MCI, c'est de soulever un signal hein, si on voyait quelque chose qui arrivait, puis comme Frédéric l'a dit, bien là, on va investiguer au niveau populationnel davantage s'il y a un signal qui est détecté. Comme une alerte. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre précision. Alors, moi, j'aurais mais j'invite tout le monde aussi à gênez-vous pas à poser vos questions si vous avez des questions. Vous allez le regretter tantôt à 1h. Madame Descormier va être partie. Une question un peu naïve, là. Pourquoi qu'on appelait ça au début la variole du singe? En fait, c'était appelé comme ça en anglais, on appelle ça monkeypox. Puis ça a été découvert, là, puis là, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais en Afrique, en fait, on le nommait comme ça, variole du singe. Donc, tu sais, on a comme juste récupéré le terme qui était employé en Afrique. Puis probablement là, que ça a été trouvé chez des singes de ce côté-là. Puis on a appelé ça monkeypox. On a fait une traduction de variole du singe, mais en fait, maintenant, on parle plus de variole simienne. OK. Parce que en même temps, le terme, je me souviens que quand c'est sûr que là, on était en pleine crise de la COVID, puis donc quand le terme, la variole du singe est sorti, je me souviens qu'il y a des gens, mon Dieu, qui étaient un peu, probablement que ça faisait plus épeurant aussi d'imaginer oui. La variole du singe. Hein? Tout à fait. Puis mon collègue Patrick, là, dans le fond, le confirme là, que le virus a été détecté la première fois là, chez des singes de laboratoire. OK. Merci, Patrick. Et toujours un peu ma question naïve aussi, là. Mais si on dit, je ne veux pas faire de mauvaises interprétations, mais si on dit que finalement le taux, la létalité, je pense que j'ai vu passer 1%, si je me souviens bien. Oui, moins de 1%. Là. Ensuite, le taux d'attaque, on a parlé également de 3%. Relativement bas, tout ça. Donc, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'on doit interpréter que un peu le fardeau, l'impact populationnel de cette maladie-là, en tout cas jusqu'à maintenant, est quand même moins sévère que d'autres problèmes comme la COVID? Bien, c'est sûr que, tu sais, au départ, quand on a eu l'éclosion de variole simienne, on était face à l'inconnu. Les seules informations qu'on avait, c'était ce qui se passait en Afrique, où c'est que là, la létalité peut augmenter jusqu'à 11%. Donc, c'était vraiment une nouvelle menace qu'on devait étudier, puis là, qu'on a vu évoluer. Puis oui, la menace, elle a diminué dans le temps. Mais tu sais, je ne voudrais pas qualifier le fardeau parce que pour les pauvres gens qui l'ont eu, c'était quand même pas drôle. Puis c'est ça, pour ceux qui ont des complications, là, mais c'est sûr qu'on a vu que c'est peut-être une maladie qui nous paraissait moins létale que ce qu'on pouvait penser dès le départ. Là. Merci beaucoup. Fatima? Oui, merci encore, Mme Descormier, pour votre présentation. Moi, j'avais simplement une question. Tantôt, vous avez parlé des quelques cas chez les enfants qu'on avait retrouvés, qui étaient principalement des cas domiciliaires. Et j'étais juste curieuse de savoir si les manifestations cliniques chez ces enfants-là étaient similaires, en fait, à ceux qu'on avait l'habitude de retrouver chez les adultes. Il faudrait que je m'informe auprès des directions de santé publique. Il faut savoir que moi, au niveau provincial, je ne vais pas nécessairement passer l'ensemble des cas ni les manifestations cliniques. Là, fait que je ne suis pas au courant, mais c'est une bonne question là, que je pourrais voir, puis peut-être on pourrait vous retourner l'information là, via le docteur Bernard Simon, ou le professeur Bernard Simon. Il n'y a personne qui m'appelle docteur, là. Encore, c'est toujours mieux de dire docteur que chose, là, mais merci. Est-ce que, je pense qu'Amandine a une autre question. Oui, j'ai une autre question. J'aimerais savoir si des études d'efficacité vaccinale sont en cours ou vont être faites sur, par exemple, la protection que procure le vaccin, peut-être sur la sévérité ou autre. Oui, je vais retourner la question là, à ma collègue Frédéric là, qui suit plus la vaccination là, dans notre équipe. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien, Frédéric. OK, parfait. Oui, en ce moment, il y a des discussions. Il n'y a rien d'établi à 100% pour l'instant, mais il y a des discussions à l'INSPQ au fédéral pour procéder à ce type d'études-là. Puis, normalement, dans d'autres pays aussi, au niveau de l'OMS, ils essaient d'agréger des données de plusieurs pays pour être en mesure d'avoir assez de puissance là, pour faire des études d'efficacité vaccinale.
Mais il n'y a rien d'établi pour l'instant. C'est encore au niveau des discussions, là, au niveau du Québec et du Canada, mais il y a définitivement de l'intérêt pour les experts en vaccination à aller faire des études d'efficacité vaccinale. Okay. Merci. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. D'autres questions pour notre conférencière? On commence à avoir épuisé le... C'est correct. N'hésitez pas de toute façon, s'il y avait des questions là, qui vous viendraient après la présentation, là, vous pouvez toujours écrire là, à votre professeur, puis moi, ça va me faire un plaisir. Là, il pourra communiquer avec moi là, puis d'y répondre. En fait, beaucoup de nos participants, on a certains étudiants de l'école, mais on a aussi beaucoup, je pense, de professionnels de la santé publique, dont certains aussi en surveillance ou en vigie à travers. Oui, c'est ça. Je vois des partenaires des directions de santé publique, mais eux, ils savent quand même rejoindre facilement. Et je vois une question dans le chat, là, dans le fond, si le contact de peau à peau peut-il entraîner une contagion lors d'une simple accolade? Mais il faut là, que ça soit vraiment avec les lésions. Là. Puis on parle vraiment de lésions là, qui ont encore dans la période de contagiosité. Donc, c'est ça, il faudrait vraiment que la personne doit avoir un certain temps aussi. Là. Je ne sais pas, là, une accolade de 2 secondes, là, si ça peut entraîner là, un transfert de l'infection. Peut-être une question similaire. Est-ce que, à un moment au début, vous avez parlé aussi des surfaces, des matériaux contaminés. Donc, est-ce que le problème peut exister un certain temps, en tout cas, sur des surfaces? Mais c'est ça, mais on parle plus, entre autres, là, c'est vraiment comme le linge de la personne qui a vraiment été en contact avec les lésions en soi. Là. Fait que oui, le virus peut rester là. Donc, comme des liquides qui restent sur les c'est ça, sur les objets en tant que tels. Là. Puis c'est sûr que c'est comme une personne, dans le fond, qui est contagieuse. Souvent, on va leur demander, entre autres, ben là, puis ça a évolué, là, les interventions, là, excusez-moi, mais je sais qu'au départ, on demandait de porter le masque, entre autres, mais aussi de couvrir les lésions, là, pour pas qu'ils soient justement exposés là, pour diminuer la transmission. Merci beaucoup. Est-ce que Frédéric qui a répondu, votre collègue Frédéric, c'est une de nos anciennes étudiantes? Oui, exactement, qu'on a recruté dans notre équipe. C'est ça que je l'ai reconnu, là. Donc, est-ce que vous auriez d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle avant qu'on conclue pour le... Peut-être, je pourrais donner avant, sinon s'il n'y a pas d'autres questions, Fatima va conclure, mais juste avant que Fatima conclue, j'aimerais juste rappeler aux participants que on émet des attestations de participation. Mais évidemment qu'on ne peut pas émettre une attestation si vous utilisez un pseudonyme, si vous utilisez seulement votre prénom. Donc, on vous invite à vous connecter avec votre nom complet et que si vous souhaitez recevoir l'attestation de participation, bien, peut-être que vous pouvez m'écrire nous écrire là, si vous avez une adresse ou m'écrire à mon adresse personnelle pendant que Fatima va conclure, que je pourrai mettre dans le chat et vous pourrez m'écrire pour me dire ben, c'est quoi votre nom complet et vous étiez connecté avec quel pseudonyme. Donc, je vais laisser le dernier mot à Fatima. Merci, professeur Leclerc. Alors, déjà, un grand merci à Mme Descormier et à toute son équipe pour sa présentation qui a été très instructive aujourd'hui. Nous tenons également à remercier toutes les personnes participantes au séminaire, donc autant les personnes étudiantes ou les personnes professionnelles en exercice, ainsi qu'à Mesdames Chantal Huyot et Emmanuel Dufault, donc toutes deux conseillères en communication à l'école pour l'organisation et la promotion du séminaire. Donc, nous vous invitons à notre prochain rendez-vous qui se tiendra le 16 novembre prochain sur le thème de la surveillance intégrée de la maladie de Lyme au Québec, qui sera offert par l'un des membres de l'équipe zoonose de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, nous vous disons donc à bientôt et vous souhaitons une agréable fin de journée. Merci encore à tous pour votre présence. Merci.